Et bienvenue dans Des mots et débats. Comme tous les dimanches, on analyse votre samedi rugby, un samedi marquant par le nombre de victoires à l'extérieur. Solcastre s'est imposé à domicile. On va analyser donc ce samedi avec Arnaud Bordelais. Salut Arnaud. Salut Baptiste. Notre envoyé spécial permanent dans la capitale. Et également Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Ouais, salut Baptiste, salut Arnaud. Bon, comment ça va messieurs? Ça va. On a vécu un drôle de samedi rugby, on va en parler j'imagine. Complètement. Bonne Et donc, surprise. on commence tout de suite avec l'enseignement du week-end. C'est Bordeaux. Bordeaux qui est le vrai dauphin du Stade Toulousain en ce début de saison. On attendait peut-être le Racing, peut-être La Rochelle. Et ce sont eux, les demi-finalistes du Top 14 et de la Coupe d'Europe. Arnaud qui se montre comme l'équipe qui n'a plus la même de challenger le Stade Toulousain. Ouais, on le voit, au classement, ils sont juste derrière le Stade Toulousain avec 23 points, une seule défaite au compteur. Encore une victoire hier à Pau, une victoire pour le moins intéressante. Elle est pas complètement aboutie parce que, comme la semaine précédente face à Montpellier, les Bordelais se sont fait un petit peu peur en fin de rencontre. Mais on imagine que lorsqu'ils auront réglé ces petits problèmes de gestion, notamment des temps faibles, cette équipe elle va commencer à avoir franchement une belle gueule, comme on dit. Il y a des joueurs qui vraiment s'épanouissent de plus en plus dans cette équipe. On parlera de Mathieu Jalibert un peu plus tard dans l'émission, mais on voit que par exemple, le retour aussi de Guido Petit a fait un bien fou. L'international argentin de retour du Rugby Championship a réalisé une très, très grande performance hier. On voit des garçons comme Seteny et puis évidemment, j'allais dire l'éternel Jefferson Poirot, indéboulonnable et increvable, qui a fait encore une belle partie hier. Donc vraiment, cette équipe bordelaise, elle s'installe dans la constance, même si cette constance, on ne la retrouve pas sur 80 minutes. Mais voilà, on n'est qu'à la 6e journée de Top 14 et on imagine très bien Christophe Furios travailler sur cette problématique. Ouais, c'est ce qui me marque un peu, Arnaud, c'est que c'est vrai que cette équipe elle reste quand même sur 5 victoires à match nul depuis allez dire, son entrée, on va dire, un peu en claquette à Biarritz. Donc c'est une équipe qui sur les résultats impressionne et qui sur la manière montre qu'elle a encore une marge de progression assez conséquente, quoi, parce qu'il n'y en a pas encore vu un match abouti, de la première à la dernière minute de la part de l'UBB. Donc ça montre voilà, que c'est une équipe qui est vraiment très très intéressante, une équipe très complète. On ne lui trouve pas vraiment de défaut. Je ne sais pas si tu es d'accord, Arnaud, sur une équipe voilà, qui est solide en conquête, qui a du talent fou. Bon, Mathieu Jalibert en compte peut-être la moitié, mais qui a quand même du talent et qui a un beau vécu collectif. Voilà, donc franchement, c'est une équipe vraiment, vraiment à suivre qui me fait penser un peu au Stade Toulousain, voilà, avec beaucoup de maîtrise, pas forcément sur 80 minutes, mais beaucoup de maîtrise des instants clés, beaucoup de maîtrise voilà, des fins de match. Et puis, vraiment, c'est une équipe, un vrai beau dauphin. C'est une équipe qui, quand vont arriver les matchs internationaux, va pas perdre énormément de joueurs, contrairement à d'autres équipes, et qui déjà a engrangé beaucoup de points justement sur cette première partie de championnat, et qui risque justement, pendant ces périodes où certaines équipes seront un peu, j'allais dire affaiblies, en tout cas amoindries, va pouvoir, elle, continuer peut-être sur le même rythme. Il faudra voir si oui ou non cette équipe est Jalibert dépendante ou non. Voilà, ça va être une vraie question pour Christophe Furios. On peut imaginer que pendant la tournée, ils vont perdre. Je vais vous poser la question, ils vont perdre leur charnière. Est-ce que pour toi aujourd'hui, Arnaud, tu as l'impression qu'il y a cette Jalibert dépendance? Il a encore mis, je crois, 25 points hier, donc c'est quand même pas rien. 25 points sur une victoire de mémoire 37-33. Je dis ça vraiment de mémoire, voilà. C'est sûr que Mathieu Jalibert, il pèse sur cette équipe. C'est un peu le métronome du jeu bordelais. C'est un peu, alors, une expression qu'on emploie un peu à tort et à travers, mais c'est un peu le facteur X. Il est capable de débloquer une situation. Mais peut-être qu'il a aussi ses petits problèmes de gestion. C'est-à-dire que c'est un joueur qui aime jouer, qui est capable de tout sur un terrain, comme il le dit régulièrement. Il aime se faire plaisir, il aime tenter des choses. Et peut-être que des fois, Christophe Furios s'arrache quelques cheveux parce qu'effectivement, dans certaines situations, l'UBB gagnerait peut-être à chercher simplement à occuper, à mieux gérer certains momentum de la partie. Faudra voir en son absence comment cette équipe bordelaise va pouvoir évoluer. Maxime Loukou qui risque effectivement d'être dans la liste de
Fabien Galtier, la liste des 42 qui sera annoncée donc demain, je crois, à 17h depuis le CNR de Marcoussis. Derrière, il y a quand même un garçon comme Yann Lesgourg, hein, qui est dans un autre registre, hein, de Maxime Loucou, qui est plus un dynamiteur, qui est moins dans la gestion. Il faudra voir ce que ça donnera durant cette période-là. Ouais, il y a l'association Lesgourg-Trinduc, donc là c'est un peu le contraire, c'est un peu le feu follet en neuf, et on va dire le métronome en 10, c'est un peu l'inverse de la charnière Loucou-Jalibert. On verra ce que peut donner cette charnière, sachant qu'elle sera très inédite pour le coup. France Trinduc vient d'arriver, Yann Lesgourg compte quand même assez peu de temps de jeu encore cette saison. Ça sera quand même vraiment, oui, une des grosses équations de l'UBB en période de doublon. Après, ce que l'UBB perdra en Factor X avec Jalibert lorsqu'il sera en équipe de France, elle va peut-être gagner aussi en gestion avec François Trinduc. Alors, Trinduc n'a pas les qualités de Mathieu Jalibert, ni l'explosivité, ni la vitesse. Hein. En tout cas, il ne l'a plus forcément. Mais il a aussi quand même cette expérience, il a pas mal bourlingué, il a quand même une Coupe du Monde 2011 derrière lui, même si maintenant ça remonte à 10 ans. Mais voilà, il saura probablement apporter son expérience à cette équipe sur des matchs qu'il faudra peut-être gagner d'1 point, de 2 points, de 3 points. Il saura peut-être mettre la pénalité qui va bien pour faire basculer une rencontre. Donc, ce sera aussi intéressant vraiment de voir cette équipe bordelaise sans Mathieu Jalibert pour voir si oui ou non cette équipe finalement pourra rester dans le haut du tableau, en tout cas à la 2e position, avec ce statut aujourd'hui de seul dauphin du Stade Toulousain. Juste pour finir cette thématique, rapidement, messieurs, en un mot, Vincent, cette gestion étant faible, on en a parlé déjà. Hier, il menait, je crois, 27-9 contre Pau à la mi-temps. La semaine dernière, contre Montpellier, c'était 20-6 pour finir avec 2 victoires de seulement 4 points. C'est inquiétant ou voilà, ce sont des relâchements normaux quand on mène avec autant d'écart? Vincent. Non, c'est pas inquiétant parce que dans les deux cas, il trouve les ressources pour reprendre l'avantage. Hier, c'est quand même assez fort. Quand même. On parle du temps faible. Moi, je trouve que ce qui m'a marqué, c'est la manière avec laquelle ils ont repris un petit peu l'ascendant sur Pau avec ce bel essai de Romain Buros. Alors quoi, il y avait le Stade qui poussait, alors qu'il y avait quand même une belle section paloise en face. Moi, c'est plus ça que je retiendrai. Après, pour le moment, face à Montpellier, ça passe. Face à Pau, pas trop de problèmes. Mais on sait que voilà, quand ça sera des matchs couperés, voilà, ces sautes de concentration, il faudra absolument les gommer, parce que sinon, voilà, quand viendra le moment de jouer des Rochelais en pleine forme ou des Toulousains euphoriques, la revanche, ça ne pardonnera pas. Je pense que Christophe Furios en est conscient, hein, c'est pour ça que dans ses discours d'après-match, il insiste beaucoup là-dessus. Il est toujours très, très mesuré, hein, d'ailleurs, Christophe Furios. Je pense qu'il a pleinement conscience de cette problématique. Après, moi, je pense que ce n'est pas non plus si inquiétant que ça. Hein. On est à 6 journées de championnat. Les équipes, pour certaines, sont encore pas mal en rodage. Alors, je ne me souviens plus exactement ce qu'avait fait l'UBB en termes de matchs de préparation. Mais voilà, on sort aussi d'une année 2020-2021 qui avait été extrêmement longue, extrêmement difficile sur le plan des organismes. Physiquement, je ne sais pas quel est le plan établi par le staff technique de Bordeaux, mais cette difficulté aussi de gestion des fins de match pour l'UBB, elle est peut-être aussi d'ordre physique, il faudra se poser la question. Mais pour moi, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir parce que oui, ils sont souvent repris un petit peu en fin de match, mais ces matchs, ils les gagnent et il n'y a rien à dire. C'est essentiel. On enchaîne, messieurs, avec la question qui fâche. Et on va encore parler du Rugby Club toulonnais qui s'est incliné hier soir à domicile face au Racing. Toulon peut-il continuer avec Patrice Colazo? Vincent, quel est ton avis? Est-ce qu'on est dans une impasse ou est-ce qu'il y a encore des solutions à aller chercher pour le manager de la RAD? Ouais, bon, la question, plus que peut-il continuer, c'est déjà va-t-il continuer? Parce que voilà, ce qui nous intéresse surtout, c'est les faits. Et sans être dans le secret des dieux, je ne crois pas un seul instant que Bernard Lemaitre va se séparer de Patrice Colazo dans les prochaines semaines. Voilà, Patrice Colazo, qu'on le veuille ou non, a quand même entre guillemets, des sortes d'excuses. Hein. On peut dire, voilà, il a une équipe avec encore énormément d'absents. Donc, je pense que Patrice Colazo, pour moi, son sort ne devrait pas être scellé voilà, dans les semaines à venir. Après, voilà, plus les semaines passent et plus le RCT se met en danger. D'un point de vue comptable, voilà, il stagne un petit peu au classement. Hier, il y a ce 0 pointé là
donc qui maintient le RCT, je crois, à la 11e place. Donc c'est vrai que voilà, il faudrait quand même pas que quand Etzebeth, Colby, Olivon, Serein vont revenir, il faudrait quand même pas que le RCT ait 20 pions de retard sur la 6e place, parce que là, ça deviendrait presque mission impossible. Donc voilà, je pense que le RCT va continuer avec Patrice Colazo encore quelques temps, mais aujourd'hui son crédit est largement entamé et je crois que je dirais pas qu'il y a un compte à rebours qui est lancé, mais il y a quand même une sacrée course contre la montre. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Vincent. Après, de toute façon, la décision, elle est entre les mains du président Bernard Lemaître. Hein. Il avait dit il y a quelques semaines, on verra dans 2 rencontres. Les 2 rencontres, elles sont passées, elles se sont soldées, et notamment hier par une défaite face au Racing. Même si dans le contenu, il y a eu quand même il y a eu de l'amélioration. Sur le plan du jeu, donc peut-être que Bernard Lemaître l'a noté également, hein, et peut-être qu'il va continuer à faire confiance à son manager Patrice Colazo. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des problèmes quand même en interne. Il y a des joueurs qui s'en cachent pas, qui n'adhèrent plus du tout au projet de Patrice Colazo. D'ailleurs, peut-être qu'il faut y voir un signe, mais quand on voit le petit Carbonel encore remplaçant hier soir, voilà. Est-ce que Louis Carbonel n'a pas fait part de ses états d'âme vis-à-vis du management quand même qui est un peu particulier de Patrice Colazo à son président? Voilà, bon, ça c'est une question. Il faudra creuser évidemment. Après, Bernard Lemaître avait quand même assez vertement tensé ses joueurs. Hein. Pour lui, le problème ne venait pas de Patrice Colazo. Il parlait de l'engagement, d'un manque d'engagement de certains joueurs. Alors, est-ce qu'il va virer des joueurs plutôt que de virer un entraîneur? On peut se poser la question. D'autres l'ont fait. Hein. J'ai souvenir au Stade français, à l'époque d'Heineken Meyer, que le Stade français s'était séparé d'un certain nombre de joueurs qui n'adhéraient pas au projet, notamment Sergio Parisse, qui était aujourd'hui au RCT. Donc, la réponse, elle est entre les mains de Bernard Lemaître. Et puis, il y a une donnée économique. C'est Mourad Boudjelal, dans sa chronique Mourad de Toulon, qui le rappelait. Patrice Colazo a signé un contrat longue durée. Se séparer de Patrice Colazo, ça coûterait extrêmement cher au RCT. Donc, voilà, il y a plusieurs facteurs et ça aujourd'hui c'est Bernard Lemaître, c'est le président, c'est le gestionnaire, l'économiste qui va devoir aussi prendre ses responsabilités et donner la marche à suivre pour les semaines à venir. De ce qui nous remonte, Arnaud, je ne sais pas si tu as à peu près les mêmes infos que moi, mais c'est plus la remise en question aujourd'hui de Patrice Colazo. Elle vient entre guillemets plus d'un vestiaire qui ne comprend pas toujours son management et peut-être le projet qu'il porte, hein, parce que voilà, il suffit de voir jouer Toulon pour voir que tout n'est pas assimilé. Elle vient plus du vestiaire que pour moi de la direction. C'est pour ça que, voilà, mis à part c'est ce que alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'était il y a quelques joueurs aujourd'hui qui n'adhèrent plus au projet. Voilà, la question était posée en ce sens-là. Est-ce que pour vous, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez sur le terrain et en dehors, est-ce que la situation était rédhibitoire entre joueurs et entraîneurs? Et ce que je comprends, ce que vous me disiez, monsieur, c'est qu'il y a quand même encore un motif d'espoir. Non? Oui, il y a un motif d'espoir parce que Vincent le disait, mais quand on a à l'infirmerie Etzebest, Parissé, Olivon, Serein, Colby, je peux vous assurer que quand ces joueurs seront sur le terrain, Patrice Colazo, il sera certainement moins embêté pour faire la composition de son équipe, il sera moins embêté pour mettre en place le jeu qu'il souhaite voir produire par son équipe. Voilà, évidemment qu'il a des circonstances atténuantes, Patrice Colazo. Maintenant, le mal qui a été fait ces dernières semaines, est-ce qu'il va pouvoir être soigné? Est-ce qu'il va pouvoir être guéri? Ça, c'est une autre question. On connaît un peu le tempérament de feu de Patrice Colazo, avec évidemment tous les avantages que ça peut avoir, mais aussi les inconvénients. Il a la réputation d'être un petit peu rancunier. Les joueurs qui, ces derniers jours, lui ont fait part de leur non-adhésion finalement à son projet, ces joueurs-là, ça va être très compliqué pour eux si Patrice Colazo reste en place. Très bien. Et donc, le Rugby Club Toulonnais s'est incliné hier soir à domicile contre le Racing 20-27. C'est la deuxième fois qu'il ne s'impose pas à domicile cette saison après le match inaugural contre Montpellier où ils étaient match nul, on s'en souvient, à la Sirène sur un essai de Zach Mercer. Toulon est donc 11e avec seulement 2 points d'avance sur la place de barragiste occupée par l'USAP. On enchaîne, messieurs, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et on va commencer avec Arnaud, par la bonne nouvelle, ton coup de cœur, avec un peu de joie en ce dimanche matin. Tu vas nous parler de Le Garec et Jalibert. Ouais, pour moi, c'est la charnière du week-end. Alors, évidemment, elle évolue pas ensemble, hein, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Jalibert, on en a parlé, voilà, 25 points encore ce week-end. C'est un joueur qui
qui a quelque chose de plus que les autres, on va pas se mentir. Il a quelque chose dans les jambes, dans la tête. Il a un côté un peu voilà, d'insondable sur un terrain. Et c'est aussi pour ça qu'il arrive à se faufiler dans les défenses, hein, à l'image du premier essai qu'il marque hier, et même du deuxième, d'avoir senti ce coup pour intercepter ce deuxième ballon d'essai. Voilà, il a quelque chose de particulier. Alors ouais, il a la réputation d'être arrogant, d'être prétentieux. On a eu la chance, avec Patrick de Reviani, le photographe du Middle, de le rencontrer la semaine dernière, et vous pourrez retrouver deux pages sur Mathieu Jalibert dans son intimité, où on a très longuement abordé justement ce trait de sa personnalité, sur cette prétendue arrogance, cette suffisance. Certains parlent de morgue. Voilà, il s'en explique. Je crois qu'il a vraiment il vit pas forcément très très bien cette situation, parce qu'on l'a vu encore lorsqu'il s'est déplacé à Castres avec l'UBB. On a vu cet énergumène l'insulter copieusement, et il s'est fait chambrer pendant tout le match. D'ailleurs, petite parenthèse, soit dit en passant, à la place des présidents de club, je crois que ce genre d'abruti, il faudrait les virer des stades. Voilà, parenthèse refermée, au moins c'est dit. Mais voilà, Mathieu Jalibert, il assume de vouloir être le meilleur, il assume ses propos. Alors oui, il a peut-être les défauts de cette jeunesse, d'être un petit peu parfois provoquant sur un terrain, de chambrer un peu, mais il l'assume. Il veut être le meilleur, il veut être le numéro 1 en équipe de France. Je crois que je crois qu'il faut s'en réjouir. Il a cette gueule de champion, il a cette graine de champion. Ça me fait penser un peu au débat dans le cyclisme il y a quelques années entre j'allais dire Jalabert, rien à voir, entre Poulidor et Jacques Anquetil. La France aimait l'éternel second, mais détestait Jacques Anquetil, qui était un peu de la même graine que Jalibert, parce qu'il voulait tout gagner, parce qu'il voulait être le premier sur le podium, il voulait être le meilleur à la bagarre dans les sprints, il voulait être le meilleur partout. Jalibert, il est un peu comme ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui il est un peu sous le feu de la critique, parce qu'on est dans un pays où finalement on préfère les beaux perdants. Un petit mot sur le jeune Le Garec aussi. Ouais, j'allais enchaîner, parce que aujourd'hui Jalibert est dans l'état d'esprit du second derrière Ntamak aux yeux du sélectionneur Fabien Galtier, et on cherche un second à Antoine Dupont, qui aujourd'hui a mis tout le monde d'accord au niveau de la concurrence. Et je crois qu'hier soir, Nolan Le Garret avec le Racing a encore montré l'étendue de son talent. À 19 ans, ce gamin, il est incroyable. Il fait encore 100% au pied, 14 points. Il a un sang-froid, il a une âme de patron. Et moi, je mets un billet. Je suis prêt, alors peut-être pas à parier mon livret A, mais qu'il aura mis tout le monde d'accord en 2023, et que ce sera la doublure d'Antoine Dupont pour la Coupe du Monde en France. Voilà, donc des joueurs à dépasser comme Maxime Lupu et Baptiste Serin, qui sont aujourd'hui installés dans la rotation de Fabien Galtier. Mais c'est sûr que par son jeu au pied et son animation hier soir, le jeune Nolan Le Garec a été impressionnant. En effet, Vincent, on passe à ton coup de gueule et on reste dans la capitale. C'est sur la recrue de l'été qui finalement ne sera peut-être pas Lomapé. Ouais. Déjà un petit coup de cœur pour Arnaud, parce que j'ai eu la chance de lire ton entretien avec ta rencontre avec Mathieu Jalibert. Elle est effectivement très bien, donc j'encourage tout le monde à la lire demain dans Midi Olympique. Oui, mon coup de gueule sur Lomapé. Alors, l'impression un peu de tirer sur l'ambulance, mais pour tout dire, je ne l'avais pas vraiment encore vu à l'œuvre cette saison. J'étais hier à Aimé Giral. Et effectivement, ouais, j'ai été particulièrement attristé, plus que déçu, attristé par la prestation de Lomapé, et en général par la prestation des trois quarts parisiens, hormis ce pauvre Vaïséa qui se démenait aux quatre coins du terrain. C'était vraiment triste, c'était arrêté, c'était lisible, c'était vraiment pas très convaincant, et effectivement Lomapé au cœur de tout ça était d'une inefficacité assez criante. J'avais quelques souvenirs de lui avec les Blacks, où alors je n'avais jamais trouvé un talent à la Ben Smith ou à la Conrad Smith, hein, capable de rayonner au cœur du jeu, mais au moins un vrai impact. Et là, vraiment une déception. Alors, j'ai regardé un petit peu ses stats du début de saison. En 6 matchs, 6 ou 7 matchs, je ne sais plus exactement d'ailleurs, aucun essai et un seul franchissement. Voilà. C'est vraiment très peu, surtout quand on compare tout le battage médiatique que le club avait fait autour de sa signature, avec des vidéos dans tous les sens sur les réseaux sociaux, des films, tout ça.
voilà, il y a de quoi être déçu. Et voilà. Au moins, au milieu de tout ça, Laurent Sampéré était lucide. Il a reconnu que le chantier des lignes arrières était assez considérable. Donc voilà, donc Lomapé, vraiment une star pour le moment sur le papier. Et, voilà, et pas grand-chose d'autre à en dire. Et en défense, c'est pas non plus terrible d'ailleurs. 71% au plaquage sur l'année, Ah, c'est puis pas la hauteur du personnage. quand on voit la montée défensive des Parisiens sur l'essai en première main inscrit par l'USAP, c'est juste cataclysmique. C'est digne d'une Fédérale 2, quoi. Il y a au moins 3 erreurs sur une seule action. Ouais. Ah non, mais ils peuvent y aller en marchant sur cette action, hein, les Catalans. Oui. C'est juste hallucinant comment on peut, après maintenant quelques semaines de travail, produire ce genre de système défensif sur une action en première main. Je le rappelle, on n'est pas après 28 ans de jeu. Ouais, c'est sûr. Paris a gagné, mais bon, voilà. Vraiment, on retiendra. Oui, après, il faut retenir pour le Stade français cette victoire qui leur fait du bien et qui va pouvoir travailler un peu plus dans la sérénité. Et pour rejoindre Vincent, le staff parisien et même la direction, hein, Thomas Lombard, s'en cache pas, pour l'instant, ils sont déçus, très, très déçus des performances de Lomapé. Ils cherchent des solutions. Peut-être que si le staff doit se remettre en question sur la façon dont ils essayent d'utiliser Lomapé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu très peu de lancements de jeu lui permettant d'utiliser sa puissance et son point d'impact. C'est beaucoup d'attaques à plat, arrêtées. C'est ça que c'est. On ne l'a jamais vu faire autant de passes en quelques journées de top 14. Je pense qu'il en a fait beaucoup moins en quelques années de Super Rugby. C'est-à-dire, en effet, donc déçus, on est tous un peu de la part des prestations de Lomapé. On finit, messieurs, comme toujours, avec le prono. Ce soir, le Loup accueille le Stade Toulousain, qui est sur une folle série de 11 victoires consécutives. Le Stade Toulousain peut-il tomber ce soir? Va-t-il tomber ce soir? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Vincent, quel est ton avis sur... On va commencer par analyser un peu le début de saison des Lyonnais, qui font partie des bonnes équipes de ce début de championnat. Ouais, pour moi, c'est une équipe qui monte en puissance. J'avais regardé assez attentivement leur match à Biarritz. Alors, bon, Biarritz n'est qu'un promu. Biarritz avait beaucoup d'absents, mais les Lyonnais m'avaient vraiment impressionné hein, sur les rucks, sur la conquête directe, sur même l'efficacité, voilà, la capacité à concrétiser les temps forts. Il m'avait vraiment impressionné. Et sur cette dynamique, je pense que après la première journée, avec le match de La Rochelle, je pense que c'est le plus gros défi pour le Stade Toulousain depuis le début de saison. Voilà. Je pense que je mettrai pas un billet sur je mettrai un billet sur Lyon, mais je pense que Lyon a vraiment la capacité d'accrocher Toulouse encore plus que ne l'a fait Clermont, notamment qui avait vraiment mis à mal les Toulousains. Je ne sais pas si Arnaud, tu es d'accord avec moi. Voilà. Mais je pense vraiment. Ouais. Et puis il y a une stat aussi. Sur l'engagement, sur l'envie d'un match référence à domicile. Je pense que Lyon peut vraiment embêter beaucoup, beaucoup les Toulousains. Pour aller dans ton sens, Vincent, il y a une stat aussi. Hein, c'est que Lyon reste sur 3 victoires consécutives, quand même, contre Toulouse. 2 la saison dernière en phase régulière, et puis une sur la saison qui avait été stoppée en raison de l'épidémie de Covid. Oui, Lyon, je rejoins Vincent sur ce fait que c'est peut-être le premier gros test pour le Stade toulousain. Maintenant, à la lueur de la composition du stade mise en place par Hugo Mola, je me dis que le Stade toulousain a vraiment envie d'engranger un maximum de points avant de se faire dépouiller par l'équipe de France et par la tournée d'automne, avant aussi le tournoi des Nations. Donc, je vois bien quand même le Stade toulousain continuer sur sa lancée. Il faudra voir après ce que les Lyonnais vont proposer. Il y a à noter quand même qu'il y a Sopo Aga, Sopo Aga, pardon, j'ai du mal avec les noms un peu. Dès qu'il y a plus de 2 syllabes, je bafouille. Donc, il faudra voir les remplaçants sur ce match-là. Est-ce que Pierre Mignoni va le faire rentrer assez tôt dans la partie? C'est peut-être pas un cadeau à lui faire parce que quand on arrive comme ça, on le voit, on vient de parler de Ngani Lomapé, c'est très difficile de s'adapter. Bon, évidemment, les deux joueurs n'évoluent pas du tout dans le même registre, mais voilà, peut-être qu'il peut leur faire du bien. On a souvent dit que Lyon manquait justement de ce genre de joueurs, de ce genre de facteur X. Alors, on nous répondait qu'il y avait quand même Tuisova, effectivement. Et Tuisova, il était au bout de sa ligne. Donc, c'était voilà, dans l'animation, il ne pouvait pas peser comme un joueur qui va rentrer au poste de demi d'ouverture. Mais voilà, voilà, allez, pour prendre… Ouais, alors, on va en parler, mais si vous parlez des compositions, je vais vous les donner, on les a sous les yeux. Alors, je vais commencer avec les Lyonnais qui sont domicile, avec une première ligne Ray, Marchand et Bamba, une deuxième ligne Lambé, Taofi Fenois, une troisième ligne Crétin,
Tofa et Saguinadze, une charnière Couillou-Berdeux. Aux ailes, on retrouve Dumortier et Mignot. On en parlait, au centre, on retrouve Regard et donc Tuisova qui ne sera plus au bout de sa ligne. Et à l'arrière, on retrouve Arnold. Côté toulousain, voilà, c'est comme tu le disais, pression qui ne font jamais tourner ou très rarement en début de saison, qui veulent engranger un maximum de points. Il y aura donc Baye, Marchand et Aldeguerri. Une deuxième ligne Flamand, Rory Arnold. Une troisième ligne Jelonge, Togofua et Cross. À la charnière, c'est Germain Ntamak. Aux ailes, Lebel et Bonneval. Au centre, Aki et Holmes. Et à l'arrière, Thomas Ramos. Voilà, quand tu vois ces deux compositions-là sur le niveau pur des joueurs, à qui est-ce que tu donnes l'avantage ensemble? Bon, allez, je vais être un petit peu. Je vais prendre un peu le risque de miser sur une autre équipe que le Stade Toulousain. Je vais miser sur Lyon, notamment leur paquet d'avant sur le papier me plaît plutôt bien. Donc voilà, mais effectivement, oui, Toulouse arrive avec une équipe très très compétitive. Et Toulouse a mis voilà. sa meilleure équipe quasiment, à part Antoine Dupont qui est sur le banc, mais on soupçonne faible. quand même Hugo Mola de se servir de l'impact de Dupont quand il rentre. On l'a vu à Biarritz encore quand il est rentré, où il a réglé le match en un quart d'heure. Quand on voit sinon la composition du Stade Toulousain, je pense qu'il a aligné quasiment sa meilleure équipe. Je crois vraiment que le Stade Toulousain veut prendre le maximum de points, le maximum d'avance pour gérer les périodes un peu plus difficiles où ils vont perdre les Ramos, les Dupont, les Ntamak, les Jelonge, les Marchands. Enfin voilà, Toulouse sera très très lourdement handicapé, sera probablement le club le plus lourdement handicapé pendant les rassemblements d'équipe de France. Donc plus il y a de points dans l'escarcelle avant ces périodes-là, et mieux le Stade Toulousain se portera au printemps prochain. Et juste un petit mot à noter quand même, ça va être assez drôle à suivre, le duel des frères Marchand. Parce que deux frères qui se croisent, l'un sur une aile et l'autre en troisième ligne. Bon, mais là, les deux face à face sur un poste où ça demande énormément d'agressivité, peut-être un peu de méchanceté, un peu d'intox. Deux frangins face à face, ça doit quand même être un moment très particulier à vivre pour ces deux garçons, et j'aimerais pas être à la place de la maman. Sur une entrée en mêlée, les deux frères au talon face à face, c'est sûr que ça vaudra le détour. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci, Baptiste. Merci. Lyon-Toulouse, c'est donc ce soir à 21h. Et en attendant, vous pourrez continuer à suivre l'actualité du rugby tous les jours, 24h sur 24, sur rugbyrama et rugbyolympique.fr. Bon week-end et bonne semaine de rugby à tous. Au revoir.